On aura aussi Mathieu Genoux, qui est paysan dans le collectif de la ferme du Joran et membre d'Unitaire. Et puis Éline Muller, qui est militante aux côtés d'Unitaire et de la grève du climat, qui vont d'abord nous faire, comme je vous disais, une présentation sur le concept général de souveraineté alimentaire, sur son histoire, basée sur la déclaration de Nyéléni de la Via Campesina, qu'on avait mise en pièce jointe de cette formation, et puis sur le contexte particulièrement suisse de la souveraineté alimentaire, avec notamment les initiatives de 2018 et les politiques agricoles en Suisse. Et puis on aura un point un peu plus précis sur justement cet aspect politique, avec un échange entre Mathieu, Éline et Michel sur les politiques de libre-échange, les aspects sociaux de la souveraineté alimentaire, aussi ce qu'elle apporte comme alternative à l'agriculture industrielle, et puis son avenir en Suisse et la situation aussi par rapport au Covid-19. Donc n'hésitez pas à noter vos questions pour les poser après. Vous pouvez aussi, si vous voulez, les envoyer dans le chat pendant la présentation ou les garder pour vous. Et puis, je laisse tout de suite du coup, la parole et la vidéo à Éline, Mathieu et Michel. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer par faire une présentation générale du concept de souveraineté alimentaire et d'où ça vient. Donc, pour ça, il faut que je vous parle de la Via Campesina, qui est un mouvement international né en 1993 du rapprochement de la Confédération paysanne européenne avec d'autres mouvements de paysans, d'autres articulations paysannes internationales. Au jour d'aujourd'hui, la Via Campesina représente plus de 182 organisations réparties dans 81 pays. Donc, en réalité, c'est un énorme mouvement social. C'est plus de 200 millions de paysannes et de paysans à travers le monde. En Europe, donc c'est réparti par continent, plus ou moins. En Europe, on a 27 organisations et un secrétariat basé à Bruxelles. Au niveau international, ça tourne. Pour l'instant, le secrétariat international est à Harare, au Zimbabwe. Ce qui est intéressant aussi avec la Via Campesina, c'est qu'il vise la parité, donc les rôles des femmes paysannes est très important. Et donc dans tous les organes, les comités, les comités de coordination sont faits à 50% de femmes, avec aussi des représentations de jeunes. Les membres de la Via Campesina sont forcément des paysannes et des paysans sans terre parfois, des peuples indigènes et des travailleurs, travailleuses agricoles, des travailleurs de la terre qui ne sont pas forcément possesseurs de terre. La solidarité internationale fait le fondement de la Via Campesina, dont le but principal est de changer, de faire un changement de fond de l'orientation des politiques agricoles, que ce soit tant au niveau local, au niveau national ou au niveau international, global. Il s'agit aussi de viser à la réappropriation des droits des paysannes et des paysans et à la réappropriation aussi du pouvoir de décision quant aux politiques agricoles. Il faut savoir que le monde paysan à l'échelle mondiale représente toujours plus ou moins 50% de la population mondiale. 50% de la population mondiale continue à vivre de l'agriculture vivrière sur ces terres. Et on compte aussi là-dedans le droit des consommateurs et des consommatrices de décider de leur alimentation. Donc c'est aussi inclus dans le mouvement. La lutte importante aussi de la Via Campesina, c'est l'accès aux ressources qui permettent de cultiver des denrées alimentaires. Donc, bien évidemment, l'accès à la terre, mais aussi l'accès aux semences, l'accès à l'eau et l'accès à la biodiversité. Le travail, du coup, de la Via Campesina se fait de différentes manières, mais principalement en grande partie par un travail de plaidoyer auprès des institutions internationales, par exemple la FAO, donc la Food and Agriculture Organization des Nations Unies,
face à l'OMC, au Conseil des droits de l'homme, etc. En Europe, bien évidemment, si le secrétariat est à Bruxelles, c'est aussi pour faire du plaidoyer auprès des institutions européennes, pour essayer d'influencer la PAC, donc la politique agricole commune. Il y a quand même tout un volet d'action aussi qui est lié au grand public, donc aux mangeurs et mangeuses. Et ce volet d'action-là se fait surtout par le biais d'actions qui ont lieu lors de différentes journées internationales thématiques, dont notamment la prochaine qui est le 17 avril, qui est la journée internationale des luttes paysannes, pour laquelle la Via Campesina appelle toutes ces organisations à se mobiliser pour faire valoir les droits des paysans et des paysannes. Et dans le cadre de celle-ci, on est en train d'organiser des actions en commun entre Unitaire et la Grève du climat. Donc c'est aussi quelque chose dont on peut éventuellement parler, après coup. Maintenant, la souveraineté alimentaire, le texte que vous avez lu s'appelle la déclaration de Nyéléni. Donc Nyéléni est un forum qui a eu lieu au Mali en 2007, qui regroupait Via Campesina et d'autres mouvements pour la souveraineté alimentaire. Donc c'est les mouvements des paysans, mais aussi des ONG qui travaillent sur la souveraineté alimentaire, etc. Donc c'est plus large que Via Campesina. Donc en 2007, ils ont rédigé cette déclaration pour la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, en réalité, est une notion un peu plus ancienne qui date de 1996, au sommet mondial pour l'alimentation, qui avait été organisé par la FAO à Rome, où en fait, à ce moment-là, la FAO avait fait la promesse de réduire de moitié la faim dans le monde grâce à la sécurité alimentaire. Or, la Via Campesina se rendait déjà bien compte à ce moment-là que ça ne serait pas possible d'atteindre cet objectif juste avec la notion de sécurité alimentaire et qu'il fallait donc développer la souveraineté alimentaire. Donc, je vous remettrai après dans le chat, si jamais pour ceux qui n'ont pas eu le lien vers la déclaration de Nyéléni, qui fait 2 pages et demie. On ne va pas revenir sur tous les points. Maintenant, j'aimerais juste relire avec vous la déclaration, enfin la base de cette déclaration. Donc, c'est le 3e paragraphe du texte qui dit « La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. » Donc ça, c'est la définition de base. Vous devez tous apprendre par cœur et pouvoir redire tout le temps. La souveraineté alimentaire place les producteurs, distributeurs et consommateurs des aliments au cœur des systèmes politiques et alimentaires, en lieu et place des exigences des marchés et des transnationales. Ce qui rejoint, ce qui rapproche aussi le mouvement pour la souveraineté alimentaire de beaucoup de mouvements sociaux, cette notion de placer les producteurs et les consommateurs d'aliments au centre des décisions. Ça rappelle la volonté de dire toujours « nothing about us without us », rien à propos de nous sans nous. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien de garder tout le temps à l'esprit quand on parle d'agriculture, quand on travaille là autour, c'est de ne jamais imposer des décisions aux paysans, mais toujours consulter les paysans, discuter avec les paysans pour savoir ce qu'ils veulent, parce que voilà, c'est pas ce qui est fait spontanément. La souveraineté alimentaire défend les intérêts et l'intégration de la prochaine génération. Elle représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce entrepreneurial et du régime alimentaire actuel. Je pense que ça, c'est une notion qui est importante dans notre contexte, parce que, et qui lie la souveraineté alimentaire mouvement pour la justice climatique, parce qu'elle met en avant la protection d'un futur possible. La souveraineté alimentaire donne des orientations pour que les systèmes alimentaires, agricoles, halieutiques, donc liés à la pêche,
et d'élevage soient définis par les producteurs locaux. La souveraineté alimentaire donne la priorité aux économies et aux marchés locaux et nationaux et fait primer une agriculture paysanne et familiale, une pêche traditionnelle, un élevage de pasteurs, ainsi qu'une production, distribution et consommation alimentaire basée sur la durabilité environnementale, sociale et économique. La notion sociale aussi, elle est important ici, il y a deux choses, c'est notamment le fait que la décision doit toujours venir des producteurs eux-mêmes. La démocratie, c'est Olivier de Schutter, je crois, qui disait que la démocratie, c'est une démocratie alimentaire qui vient du bas, qui vient du village. L'autre notion qui est intéressante dans ce point-là, c'est la notion de transparence. Alors ça c'est après. La souveraineté alimentaire promeut un commerce transparent qui garantisse un revenu juste à tous les peuples et droit des consommateurs à contrôler leurs aliments et leur alimentation. J'ai vu passer sur Facebook l'autre jour cette photo sur le bio, où en fait il y avait symbolisait que l'augmentation de 3%, l'augmentation, si un producteur, un paysan passait en bio, en fait il faisait sa marge augmentait de 3%, alors que la marge du distributeur augmentait de 43%, je ne sais plus exactement les chiffres. C'est typiquement ça que la souveraineté alimentaire veut éviter aussi, c'est que ça ne puisse pas se passer sans que ce soit transparent. La souveraineté alimentaire garantit les droits d'utiliser et de gérer terres, territoires, eau, semences, bétail et biodiversité soient aux mains de ceux et celles qui produisent les aliments. Donc, quand on dit les ressources, de nouveau, là, ce n'est pas que les métiers, enfin, pas que la terre elle-même, mais c'est toutes les ressources nécessaires à la production d'aliments. La souveraineté alimentaire implique de nouvelles relations sociales sans oppression et inégalité entre les hommes et les femmes, les peuples, les groupes raciaux, les classes sociales et les générations. Donc, il s'agit avant tout, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, de justice sociale et de dignité humaine. Je ne vais pas entrer en détail. Après, il y a toute la partie pourquoi nous battons-nous et contre quoi nous battons-nous. J'aimerais juste, parce que ça fait un peu écho à la situation actuelle, lire avec vous le 11e paragraphe, enfin la 11e proposition de pourquoi nous battons-nous. Donc, qui dit « Nous nous battons pour un monde où, dans lequel les catastrophes naturelles est provoquée par l'homme et de situations post-conflit, la souveraineté alimentaire soit une assurance qui renforce les initiatives de reconstruction locale et atténue les répercussions négatives, où nous gardons à l'esprit que les communautés touchées ne sont pas désespérées, où les organisations locales et fortes d'aide à l'entraide sont au cœur de la reconstruction. Et je trouve que ça fait bien écho avec la situation d'aujourd'hui, où en fait, on voit que ce n'est pas du tout le cas et une pandémie met vraiment rapidement en péril nos systèmes alimentaires. Et du coup, je vais passer la parole à Michel qui va nous parler un peu plus en détail de la souveraineté alimentaire en Suisse. Michel, c'est à toi. Voilà, je suis là. Enfin, moi, je vais vous parler un peu de la souveraineté alimentaire comme outil qui est valable pour la situation suisse et européenne, pas seulement pour les pays du Sud, et qui est valable aussi, qui donne des solutions par rapport à une situation de l'agriculture en Suisse. Avant de vous parler de ça, je vais vite, en quelques mots, vous faire un petit rappel de ce qui nous a amené à la situation d'une agriculture telle qu'on l'a aujourd'hui en Suisse et pour vous montrer un petit peu dans quel genre de tenaille l'agriculture se trouve. Alors, d'abord, en préambule, c'est bien clair que la souveraineté alimentaire, ça touche la Suisse. Preuve en est qu'Unitaire, avec d'autres organisations, a lancé cette initiative sur la souveraineté alimentaire qui, comme vous le savez, n'a été acceptée que partiellement en Suisse romande et pas du tout dans le reste de la Suisse. Mais ça, je vous en parlerai. Donc, si Unitaire soutient la souveraineté alimentaire, c'est qu'elle correspond et répond aux défis d'aujourd'hui.
Alors, comment on est arrivé à aujourd'hui? À une politique agricole qui prône la rentabilisation, l'efficacité, la mécanisation. Ben, ça date de l'après-guerre, hein, c'est pas, et ça c'est un fait commun dans toute l'Europe, qui est évidemment, après la guerre, les famines, la disette, a donné un grand élan euh, à l'intensification de l'agriculture et surtout à son industrialisation ou, disons plus précisément, à sa dépendance aux intrants chimiques parce que toute l'industrie chimique est entrée dans le gouffre comme grand sauveur, et là c'est un parallèle peut-être post-Covid, grand sauveur après une catastrophe humaine, enfin réalisée par les humains. Ce qui a été un moment dramatique dans l'évolution de l'agriculture, donc depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, ça a été en 1986 lors de l'Uruguay Round, donc du temps du GATT, qui était le précurseur de l'OMC, qui a en fait été le pas de la libération du commerce mondial des produits agricoles. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'agriculture, au même titre enfin les produits agricoles, on va dire plutôt ça, au même titre que des produits provenant des mines, font partie du commerce, font partie du grand jeu, sans qu'il n'y ait plus aucune particularité, aucune prise en compte au fait que l'agriculture, c'est lié au climat, à la terre, que l'agriculture, c'est pas justement une pièce de chirurgie, de métal qui sort, une pièce de chirurgie, je crois qu'on dit. Hein. Vous voyez que je suis bonne là-dedans. Enfin bref. Donc ça a été vraiment dramatique pour l'agriculture. Alors, on est maintenant dans cette situation où l'agriculture, elle a une pression extraordinaire, autant extérieure avec toutes les exigences de l'OMC qu'intérieure, avec le fait que l'agriculture… Est-ce que c'est moi? On n'entend plus Michel? Moi, je l'ai Moi, perdu. j'entends plus non plus. Ouais, constante. Ça va? on t'entend. On n'entendait plus, mais là, on t'a perdu 3 minutes, mais enfin 2 minutes, enfin je sais pas, bref, quelques secondes, mais là, on t'entend de nouveau, 30 secondes, ouais. Ah, je suis désolée. Attendez, je bouge peut-être. Là, on t'entend de nouveau, il y a peut-être eu un bug avec ton micro, mais peut-être Ok, pour répéter les quelques phrases que tu disais juste avant. d'accord. Donc, j'avais dit que l'agriculture était sous une pression double, une pression extérieure, donc c'est toutes les revendications et les exigences de l'OMC ou des traités bilatéraux, des accords commerciaux, et une pression intérieure extrêmement forte, qui n'est pas que la pression de la sécurité, de la souveraineté alimentaire du pays, mais surtout la pression d'avoir une agriculture qui correspond aux attentes de l'industrie et de la grande distribution. Pour répondre à la grande distribution, pour répondre à ces critères, qui sont en fait d'avoir des produits malléables, des produits standardisés, des produits facilement travaillables, si je peux me permettre le terme, en industrie. Il a fallu augmenter, intensifier les cultures, densifier l'élevage, donc augmenter l'endettement chez des agricultures en termes d'infrastructures, de machines, augmenter leur dépendance en termes d'énergie fossile, toujours plus de machines, donc toujours plus d'énergie fossile, des machines toujours plus grandes, en termes d'intrants, d'engrais et tout ça. En termes aussi d'importation de fourrage pour justement l'élevage. Parallèlement à ça, dû à cette concurrence extraordinaire et malsaine au niveau mondial, la baisse des prix des matières premières. Et avec cela, la péjoration des conditions de travail dans l'agriculture, autant pour le paysan, autant que pour la main-d'œuvre familiale, si jamais elle était payée, et pour les ouvrières et ouvriers agricoles. Des impacts aussi dramatiques sur l'environnement. C'est assez extraordinaire que le nombre de fermes diminue et que parallèlement à cela, on constate une augmentation des aires de bâtiments agricoles, c'est-à-dire du bétonnage des surfaces qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, cela pour des grandes stabulations libres qui sont sur béton,
pour des hangars à machines et pour des places qu'on doit faire tellement grandes pour permettre aux grandes machines de faire demi-tour dessus. Après, évidemment, vous le savez, la perte de la biodiversité, le tassement des sols, la mort des sols, la pollution des rivières, etc. J'espère que, voilà. On avait un espoir en 1996, lorsqu'on a pu, grâce à la votation du peuple, inscrire dans la Constitution suisse le principe d'une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché. Là, entre-temps, on sait que c'est un grand écart impossible et on a des pistes, quoi. Et les pistes, c'est justement la dévalorisation de la matière première parce qu'elle n'est en fait plus que un intrant, un moyen à l'industrie de produire, de transformer ses produits. Donc, en règle générale, la matière première n'a aucune valeur, ce sont seulement les produits transformés qui sont intéressants. Évidemment, la prise du pouvoir croissant de l'industrie et de la grande distribution sur toute la chaîne, Eline en a parlé, on n'a aucune idée de ce qui se passe entre le prix payé au producteur et à la productrice et le prix payé par les consommatrices et consommateurs. Là, au milieu, c'est une nébuleuse, donc c'est une perte de démocratie, c'est un manque de transparence, c'est contraire à la souveraineté alimentaire qui dit que autant la consommatrice-consommateur que le paysan doivent pouvoir participer à la fixation des prix. En plus, ce qui est dramatique, c'est que l'industrie, la grande distribution, mais aussi les multinationales, l'industrie pharmaceutique ont d'immenses lobbies au sein du Conseil fédéral, ce qui fait qu'on a toujours moins de transparence, on a toujours moins d'informations et beaucoup de décisions se prennent à huis clos. Donc, il faut vraiment promouvoir la souveraineté alimentaire. On va en parler après plus précisément avec des exemples. Mais la promotion de la souveraineté alimentaire, elle n'est pas si simple que ça. En fait, c'est un concept qui est complexe, donc qui n'est pas accessible facilement. C'est un concept qui remet en cause un système et nos croyances. Enfin, nos croyances, pas forcément les nôtres, là, aux personnes qui sont présentes et qui écoutent ce que je dis, mais globalement. Donc, on nous serine sans arrêt notre système économique, la technologie qui est capable de toujours trouver des solutions pour pallier aux échecs des technologies précédentes. Donc, l'apprentissage, la compréhension de la souveraineté alimentaire, c'est un apprentissage graduel. Maintenant, on est dans une situation, si on ose dire, grâce à cette pandémie, avec le respect pour toutes les personnes, toutes les familles, qui souffrent dans le monde à cause d'elle, mais qui fait peut-être un déclic et qui nous permet de sortir de ce mainstream actuel qui est le métier de paysan, c'est pas bien. L'avenir de l'agriculture, c'est hors sol. Les paysans du futur, ils sont propres, ils sont robotisés, mécanisés, connectés. Et ce genre de point de vue est diffusé déjà en cours de formation des jeunes paysannes et paysans. Et ça, c'est aussi quelque chose à changer. Donc, je le répète, nous sommes actuellement dans une situation favorable. C'est maintenant ou jamais. Et je vais passer la parole à Eline, je pense, qui va parler plus précisément d'exemples du commerce international. Ouais. Alors, on va revenir essayer d'être un peu plus précis. Je voulais vous parler effectivement de la situation du commerce international et d'essayer de donner un peu des exemples. Je vais reprendre un coup quand même la déclaration de Nyaleni. En l'occurrence, la deuxième, la partie contre quoi nous battons-nous. Et j'aimerais juste lire avec vous les 3 premiers points qui sont fondamentaux pour ce qui concerne le commerce. Nous nous battons contre l'impérialisme, le néolibéralisme, le néocolonialisme et le patriarcat, ainsi que tous les systèmes qui appauvrissent la vie, les ressources et les écosystèmes, mais aussi leurs promoteurs, tels que les institutions financières internationales, l'Organisation mondiale du commerce, les accords de libre-échange, les multinationales
les gouvernements ennemis du peuple. Nous nous battons contre le dumping d'aliments à des prix inférieurs aux coûts de production dans l'économie mondiale. Nous nous battons contre la domination de nos systèmes alimentaires et agricoles par les multinationales qui font prévaloir les profits sur les peuples, la santé et l'environnement. Par rapport à ce troisième point sur les multinationales, le pouvoir des multinationales, petite parenthèse, c'est quelque chose qui est assez important pour nous comme militants en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de multinationales ont leur siège, sont présents, et la souveraineté alimentaire implique de la solidarité internationale et implique donc des actions contre ces multinationales. C'est notamment quelque chose qu'on voit aussi un peu changer, même chez certaines ONG, qui plutôt que en fait, de mettre de l'argent dans aller aider les paysans au sud, vont maintenant se réorienter pour agir ici, parce qu'en fait, en Suisse, on peut faire beaucoup auprès des multinationales qui sont là, et auprès des institutions aussi, typiquement le Conseil des droits de l'homme, etc. Donc c'est important de garder ce lien-là aussi à l'esprit. Par rapport au deuxième point sur le dumping d'aliments, je vous donnerai des exemples précis après. Je voulais juste revenir un peu sur des institutions, les institutions internationales par rapport au marché. Donc, typiquement l'Organisation mondiale du commerce et les accords de libre-échange qui régissent complètement notre système alimentaire actuellement, promeuvent la libéralisation complète du commerce et donc des produits agricoles, vu que les produits agricoles, l'alimentation est considérée de nos jours comme un bien a été marchandisé. Ces institutions font cela en supprimant notamment la protection aux frontières et donc en mettant en concurrence des agricultures qui ne sont absolument pas comparables, mettant en concurrence l'agriculture norvégienne et l'agriculture du Zimbabwe, alors que rien ne permet de comparer ces deux agricultures, surtout pas en termes de coûts et de prix. Les accords de libre-échange favorisent toujours des agro-business qui sont tournés vers l'exportation, que ce soit dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, plutôt que vers l'autoconsommation des denrées alimentaires produites dans le pays. Par ailleurs, ils vont favoriser les intermédiaires de l'agroalimentaire. Michel en a un peu déjà parlé. Mais encourager, favoriser tous les intermédiaires, les grossistes, les supermarchés et faire qu'il y a une concentration du pouvoir dans les mains d'une centaine de multinationales de l'agroalimentaire qui se répartissent l'énorme majorité du marché. Par exemple, exemple assez connu, mais qui est bon de rappeler, c'est la dépendance de la majorité des paysans à trois grands groupes qui se partagent 60% du marché des pesticides, donc herbicides, fongicides, insecticides, et 50% du marché des semences. Donc, ces trois groupes sont Dow DuPont, Syngenta, ChemChina et Bayer-Monsanto. Donc ça, c'est un exemple parmi plein d'autres de concentration du marché. En Suisse, comme ailleurs, Michel a parlé de la mécanisation, de la mécanisation, du bétonnage. Cela est lié aussi au fait que cette agriculture tournée vers l'export pousse à la monoculture, pousse à la mécanisation et donc à l'endettement. Donc, c'est aussi un cercle vicieux. En plus de ça, vu que effectivement, les paysannes et les paysans ne gagnent pas leur vie en vendant leurs produits parce que les prix ne permettent pas de vivre, ils gagnent leur vie, ils survivent grâce aux paiements directs, qui sont des subsides accordés par l'État en Suisse comme ailleurs en Europe,
et qui sont toujours calculés à l'hectare. Ça veut dire que pour mieux t'en sortir en tant que paysan, tu as intérêt à avoir une grande exploitation. Donc, ça pousse à des surfaces de plus en plus grandes. Donc, ça aussi exclut de plus en plus la petite paysannerie et la paysannerie familiale. Faut savoir que le marché globalisé, depuis en Suisse, par jour, 3 fermes et 6 postes de travail. Donc, un exemple concret qu'on peut prendre par rapport au marché, c'est en Suisse un exemple assez typique. C'est l'exemple du lait. Donc, produire un litre de lait en Suisse nécessite des installations coûteuses, des constructions, une salle de traite, etc. etc. Il y a des contrôles sanitaires qui sont fréquents, qui sont onéreux, des salaires qui, évidemment, même s'ils restent très bas en Suisse, sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le monde. En Suisse, selon le contrat passé avec le transformateur, la productrice, le producteur de lait, c'est qu'environ 70% de son lait pourra être écoulé sur le marché suisse. De ça, il pourrait tirer jusqu'à 55 centimes le lait. 20% ira sur le marché européen, qui sera payé environ 40 centimes le litre. Et les 10% restants du lait sera vendu sur le marché mondial pour 30 centimes, 20 centimes le litre. Donc, il reçoit en moyenne un producteur de lait en Suisse, et ils sont nombreux, 50 centimes par litre de lait, alors que concrètement, vu tous les coûts, ça lui coûte 1 franc à produire le litre de lait. C'est pour ça notamment que Uniter a lancé l'année passée, sauf erreur, une initiative pour le lait, pour du lait équitable, où le producteur touche 1 franc par litre de lait, ce qui fait au moins ce que ça lui coûte à produire. Cet aspect-là, il a des conséquences. Voilà, on a vu ces conséquences-là sur les producteurs de lait en Suisse, mais il a aussi des conséquences ailleurs, sur le marché globalisé. Donc, en fait, en Suisse, on a beaucoup encouragé la production de lait pendant longtemps, jusqu'en 2009, on a abandonné les quotas laitiers. Et donc, ça a rebrassé toute l'organisation du marché laitier national. Maintenant, il y a ces 3 prix que je vous ai mentionnés avant. Donc, c'est ces 3 prix pour un même lait qui est considéré comme un des meilleurs laits au monde si on considère le cahier des charges très strict pour la production. Donc, ce lait qui a été beaucoup encouragé, et d'ailleurs, dont certains producteurs sont encore sous le coup de l'endettement parce qu'ils ont construit des infrastructures, des salles de traite, etc. Une grande partie de ce lait va finir en poudre de lait, payer des cacahuètes, et va finir en énorme quantité sur le marché international. Donc, on produit évidemment beaucoup plus de lait que ce qu'on en a besoin. Donc, ça va inonder les marchés mondiaux. Tout ça sur le dos des producteurs et des productrices suisses, mais aussi au détriment des producteurs et des productrices au sud, à l'instar de la production, par exemple, en Colombie, dans beaucoup de pays en Amérique latine ou indienne, de ce qu'on appelle le lait populaire. Donc, c'est vraiment le lait des éleveurs qui est vendu directement, des éleveurs aux consommateurs, et qui se retrouve complètement brassé par le lait en poudre qui arrive évidemment au premier rang par Nestlé, qui est le leader mondial à ce niveau-là. À titre d'anecdote, il y a quelques années, j'étais au Sénégal pour une foire sur les semences, et dans la rue, dans une ville, il y a un jeune qui récoltait de l'argent pour nourrir les enfants de rue, qui est venu vers moi qui m'a demandé de lui donner de l'argent pour acheter du lait pour ses enfants des rues. Puis du coup, je suis allée avec lui dans les 2 ou 3 magasins de la rue, et c'était impossible de trouver du lait
local, c'était tous les produits qui étaient à base de lait. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était du lait en poudre ou du lait concentré. Tout ce qui était disponible venait de chez Nestlé. Donc voilà, ça c'est un des exemples. On pourrait parler d'autres exemples de production où on se retrouve avec une situation de dumping. Mais je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça en termes de commerce. Mathieu, tu peux mettre ta caméra. Oui, merci. Ouais, donc là, l'idée, c'est que moi, je développe un petit peu plus dans le concret qu'est-ce qui peut être mis en place. Et puis, notamment, on va essayer de recentrer un peu sur la Suisse d'abord. Comme l'a bien montré Michel et Eline, là, on vit sur un modèle agricole, industriel et capitaliste qui, en fait, est un énorme mythe parce que on nous dit qu'il est incontournable, etc., alors que dans le monde, il y a à peu près 200 millions d'agricultrices et de paysans et paysannes qui produisent 75% de l'alimentation sur pas beaucoup plus que 25% des terres cultivées. Et c'est pas du tout, c'est des fois mécanisé, mais c'est en tout cas souvent sans tracteur, sans apport de pétrole. Et c'est donc une agriculture paysanne de subsistance qui est soi-disant révolue. Et ces gens, ils sont garants d'à peu près 75% des savoirs et des outils agricoles, c'est-à-dire qu'ils détiennent la biodiversité cultivée, les diverses techniques agricoles et agronomiques, les outils, etc. Donc la base de la subsistance mondiale, elle est assurée par ces personnes-là et pas par des fermes toujours plus grandes et robotisées, comme on a dit. En plus, il y a 400 millions de personnes qui possèdent un jardin urbain, c'est quand même pas rien. Et puis, je pense qu'il faut aussi décomplexer les amateurs et les amatrices, parce que c'est quand même pas rien du tout. Il y a 20% de la surface agricole en Suisse qui est de moins d'1 hectare, et je pense que c'est pas mal de ces petits jardins-là. En Suisse, on parle d'une agriculture familiale, c'est ce que défend la politique agricole formellement. Mais voilà, en fait, l'agriculture familiale d'aujourd'hui, c'est 3% d'actifs, alors qu'il y avait encore 25% d'actifs il y a un peu moins de 100 ans. Et c'est de moins en moins de personnes de la famille, ça a diminué de 20%, alors que la main-d'œuvre étrangère a augmenté de 30%, et 50% de plus de femmes. Donc, en fait, on délègue des tâches qui veulent plus être faites en famille à des plus précaires, et notamment aux femmes et aux étrangers et étrangères. Et puis, ce modèle familial, en fait, c'est un modèle qui favorise l'agrandissement des fermes, comme on a dit. Les seules fermes qui augmentent en termes de nombre d'exploitations, c'est les fermes de plus de 50 hectares. Et la surface agricole, elle a doublé en 30 ans en Suisse. On a dit aussi que c'était une agriculture hyper subventionnée, mais 65% des aides, elles vont dans 25% de ces plus grandes fermes. Donc en fait, c'est un système qui encourage toujours l'agrandissement et les plus grands au détriment des plus petits. Et il faut aussi savoir que c'est un des seuls secteurs économiques qui n'est pas soumis à la loi sur le travail. Je crois qu'il y a les prêtres qui sont aussi dans ce cas-là, c'est à peu près tout. Et c'est un secteur dans lequel un ouvrier ou une ouvrière gagne 14 francs de l'heure pour une semaine de 53 heures de travail en moyenne. Et puis, comme on a dit, ben, c'est à peu près 1 mètre carré de terre perdu chaque minute au profit du bétonnage. C'est des fois du bétonnage agricole, mais voilà. Ce qui s'est fait, donc, dans le monde, on l'a dit, c'est 75% de l'alimentation sur 25% des terres. En Suisse, voilà, on est dans une situation très différente. Aujourd'hui, la commercialisation en vente directe, c'est 11 000 fermes qui le font en Suisse. C'est exactement le nombre aussi de points de vente de la grande distribution aujourd'hui. Et puis, en plus de ça, il y a de plus en plus de structures d'agriculture contractuelle de proximité, qui est un des aspects de la commercialisation agricole qui est le plus fort en termes de souveraineté alimentaire. C'est donc
essentiellement des paniers de fruits et légumes, mais aussi de paniers transformés, de structures. Et aujourd'hui, il y en a 30 en Romandie, c'est un peu plus de 8000 contrats, je crois, et 120 postes à plein temps. Donc voilà, c'est encore aujourd'hui vraiment une micro part du marché agricole et de ce qui se fait, mais ça reste en augmentation assez forte. Et puis, on le voit là dans le cadre de la crise du coronavirus, que c'est vraiment un modèle qui est en pleine expansion. En tout cas, quand les gens ont besoin de confiance, ils se tournent plutôt vers ces structures-là que vers la grande distribution. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que avec la crise actuelle, l'allié des paysans et des paysannes, c'est pas l'État, parce que l'État aujourd'hui favorise encore et toujours les structures industrielles, il favorise encore et toujours la grande distribution, il ferme les marchés, il interdit la vente de semences, la vente de planton. Donc il y a vraiment pas grand-chose à espérer de ce côté-là. Et, et là, aujourd'hui et demain, ce qu'on espère, c'est que ce mouvement euh, de retour en fait à la vente directe et puis d'augmentation puisse s'inscrire dans la durée. Euh, le gros point je dirais ce qui fait la différence aussi avec la grande distribution, on en a parlé vite fait, je ferai un peu un tableau après de l'agriculture industrielle, mais c'est que les gens qui travaillent dans les ACP, ils travaillent aussi avec justement des semenciers qui ne travaillent pas avec des semences brevetées. Enfin voilà, ça garde en vie tous les outils aussi agricoles nécessaires. On n'a plus de moulins, on n'a plus de fournils, donc c'est grâce à des structures comme ça qu'en fait ces petits outils continuent à survivre et que des gens reprennent en fait reprennent ces métiers en fait qui sont en train de disparaître. Il y a un ou une meunière qui sort de la formation par année en Suisse. Ça ne fait pas beaucoup pour assurer la transformation de la farine. C'est aussi des lieux de formation, énormément de stages, énormément de gens qui passent par là. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre, de formation, de rapprochement entre le monde de la production et de la consommation. Donc, c'est vraiment des structures qui mettent en pratique aujourd'hui la souveraineté alimentaire. En Suisse, on n'a pas énormément, de ce que je connais en tout cas, de structures qui sont autant impliquées dans ce que peut être la souveraineté alimentaire. Euh, il y a d'autres, il y a d'autres initiatives, comme on l'a dit, le lait équitable, qui est aussi basé sur une coopérative de producteurs et de productrices, et qui aujourd'hui, voilà, produit, je crois, 80 000 litres par mois, enfin écoule 80 000 litres de lait par mois, c'est énorme. Il y a aussi des regroupements, par exemple, de producteurs et de productrices en Valais qui ont décidé de dicter elles-mêmes les prix d'écoulement de leur production, mais c'est toutes des petites initiatives encore qui sont assez minoritaires. Donc on a besoin aujourd'hui d'inscrire, comme je disais, un peu le retour en fait au soutien de l'agriculture paysanne dans la durée et de changer radicalement en fait le modèle agricole et le modèle de la politique agricole. On y reviendra tout à l'heure sur la dernière partie. Euh, J'aimerais juste vous faire un tableau que peut-être vous connaissez déjà en partie et puis qu'on a déjà vite fait aborder, mais pour bien comprendre d'où on part quand on parle d'une agriculture industrielle aujourd'hui. Euh, L'agriculture industrielle aujourd'hui, c'est 40% des gaz à effet de serre mondiaux, c'est 15% en Suisse, ça augmente de 10% par unité de surface à chaque nouvelle mouture de la politique agricole apparemment. Donc il y a plutôt une perte de l'efficience dans chaque de l'efficience écologique, disons, de l'agriculture suisse. Et puis il faudrait encore ajouter la perte des matières organiques dans les sols, etc., etc. Enfin bref, on est vraiment dans un modèle ravageur et qui est basé en fait sur une extraction énorme de ressources et une pollution énorme.
Par exemple, j'ai envie de vous faire quand même un petit tableau, puis je me suis pas mal basé sur une brochure de la déclaration de Berne qui s'appelle Agropolie, qui est assez intéressante, qui est plus toute jeune, mais enfin qui donne une bonne information. Euh, Par exemple, les engrais azotés, c'est 2% du pétrole mondial. C'est 100 millions de tonnes d'azote, 39 millions de tonnes de phosphate. Les pesticides, c'est 200 000 tonnes qui finissent dans les décharges par année, donc qui ne sont même pas utilisés sur les champs, sans compter tout ce qui finit dans les rivières, etc. C'est 40 000 morts par année liées à l'utilisation de ces produits, et c'est 300 000 suicides qui utilisent principalement des produits comme ça pour de paysannes et paysans qui mettent fin à leur vie. Ça, c'est détenu, comme elle a parlé un tout petit peu Eline avant, euh, de plus en plus, enfin de plus en plus par de moins en moins d'acteurs et d'actrices. Les pesticides, les 10 plus grandes firmes, elles détiennent 90% de la production et du marché. L'élevage, c'est 4 firmes qui détiennent 99% de l'élevage. Aujourd'hui, il reste à peu près 20 coqs, 100 bœufs et 100 porcs qui assurent l'entier de la génétique de la production industrielle. Dans les semences, c'est pareil, on a perdu 75% de la diversité cultivée en un siècle. Et vous avez aussi là seulement 10 firmes qui détiennent 75% du marché. Les 5 plus grandes, elles détiennent la moitié des brevets. Par exemple, si vous voulez cultiver une tomate aujourd'hui en Europe, vous n'avez qu'une seule chance sur 100 d'avoir le droit de cultiver une tomate qui n'appartient pas à une de ces boîtes et qui ne l'aura pas brevetée, et souvent qui ne l'aura pas produite de façon biotechnologique. Il y a aussi tout ce qu'on a dit avant sur le négoce des matières premières. Hein, le 75% d'achat de maïs, 60% d'achat du blé, 80% d'achat du soja, il est fait par 4 firmes sur Terre. Euh, et, pardon. Et donc, c'est ces firmes-là en fait, qui détiennent, qui décident en fait des prix qui vont être payés. En Suisse, eh ben, on a, comme on l'a dit, pas mal de ces grandes boîtes, et je crois que c'est des multinationales qui sont autant la cible des mouvements paysans que des mouvements pour le climat, hein, Syngenta ou tous ces grandes firmes du négoce. Nestlé, il est numéro un dans la transformation industrielle de nourriture, il détient 7% du marché mondial, quand même un marché mondial à 1400 milliards de francs annuels, donc ça fait un petit pactole. Genève, c'est la place numéro un du négoce mondial, on le sait. Voilà. Et puis quand je vous parlais des paniers tout à l'heure et de combien on en a en Suisse et où on en est à la souveraineté alimentaire, aujourd'hui Coop et Migros, pour ne citer que ces deux-là, ils détiennent 65% du marché de l'alimentation en Suisse et ils dépendent à 60% d'importation. Donc au niveau des fruits et légumes, on est à moins de 40% de production locale. Le lait, c'est à peu près 3 laiteries qui détiennent 80% du marché. Dans les céréales, c'est aussi 3 meuneries qui produisent à peu près la même quantité, et c'est surtout des importations de masse. Par contre, par exemple, on est numéro un de vente de café en termes absolus de chiffres, parce que Nespresso vend à 150 balles le kilo du café. Donc voilà, on est dans un monde comme ça qui est vraiment hyper centralisé. Et dans lequel en fait la paysannerie n'a plus aucun impact en fait. Et donc avec la souveraineté alimentaire, avec le retour là de l'élan populaire en fait vers l'agriculture locale, je crois qu'on a besoin de vraiment inscrire dans la durée ce retour de la population. On a besoin que ça devienne pour moi un mouvement social, pas que ce soit juste des petits gestes de gens qui achètent mieux, etc., mais que ce soit vraiment un mouvement qui lance en fait la transition sociale, la transition écologique qui va aller de pair avec la mise en place de la souveraineté alimentaire.
Je sais que c'est un peu brouillon tout ce que je dis. J'ai eu un tout petit souci dans ma préparation. J'ai perdu mon ordi au milieu. Je suis désolé. On peut aussi, peut-être qu'on reviendra sur certains de ces éléments. Je ne veux pas faire trop long. Et puis, j'aimerais redonner peut-être la parole à Éline pour parler un petit peu de la souveraineté alimentaire, quel modèle en fait agricole et notamment au niveau de l'agroécologie, etc., la souveraineté alimentaire promeut par rapport au modèle industriel dont je viens de parler. Alors, je vais essayer d'être relativement brève sur cette partie. Donc, la souveraineté alimentaire, comme on l'a vu, est aussi une solution pour lutter contre les changements climatiques. Non seulement, avant tout d'un point de vue systémique, mais pas uniquement. D'un point de vue systémique, parce qu'elle s'oppose complètement à tout ce modèle qu'on a évoqué, dont Mathieu vient nous donner plein de chiffres assez impressionnants. Je ne connaissais pas tous ces chiffres, je trouve que c'est toujours assez effrayant. Donc la souveraineté alimentaire s'oppose complètement à ça et propose un autre modèle. Cet autre modèle est positif pour le climat, pas seulement parce qu'il s'oppose à la situation actuelle, mais aussi parce qu'il s'agit d'une vraie proposition résiliente, notamment par le biais de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, il y a plein de définitions qui circulent. Des fois, c'est des techniques, des fois, c'est politique, c'est une vision. La Confédération paysanne, donc, qui est une grosse organisation paysanne en France, qui est aussi membre de la Via Campesina, a, il y a quelques années, déposé le terme d'agroécologie paysanne à cause d'un problème qu'on connaît, qui est courant, de la récupération. C'est-à-dire que tout à coup, le ministre de l'Agriculture en France, Stéphane Le Foll, a commencé à parler d'agroécologie à tort et à travers, en couplant ça en fait à un discours d'efficience et pour booster les exportations, etc. Donc, du coup, la Confédération paysanne a déposé le terme d'agroécologie paysanne pour que cela au moins ne puisse pas être récupéré, et le définit comme un ensemble de pratiques vivantes et dynamiques agricoles qui sont adaptées aux conditions. Et c'est très important de voir ces notions de pratiques vivantes et dynamiques adaptées aux conditions. Donc, ce n'est pas juste une boîte à outils de méthodes agroécologiques, de méthodes scientifiques, d'agronomie, etc. C'est aussi ça, mais c'est aussi des méthodes de recherche, de culture qui impliquent les paysans. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que les 70% de petits paysans, enfin de petites unités familiales qui produisent toujours ces fameux 70% de l'alimentation mondiale, ont encore, même si c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, c'est de plus en plus difficile à voir chez nous, mais on a encore des modes de culture qui sont complètement écologiques et qui permettent de stocker du CO2 en fait. Donc, ils sont déjà en tant que tels, qui existent en tant que tels, en tant que lutte contre les changements climatiques. Notamment, ils disposent encore, tous ces petits agriculteurs et agricultrices, de connaissances, d'une diversité des cultures, de la connaissance des traditions, etc., qui permettent une diversité des cultures et des élevages nécessaires pour assurer une agriculture productive sans utilisation de produits chimiques, notamment, et c'est quelque chose de très important, par le biais de la diversification, en diversifiant les systèmes de culture, en combinant la production végétale et animale, en intégrant les arbres et la végétation sauvage. Donc tout ça, on parle des fois de élevage et polyculture.
Donc ça, c'est vraiment déjà en soi une solution parce que c'est les solutions qui permettent de stocker du carbone et du CO2 et qui, en plus de ça, améliorent la fertilité des sols, préservent la biodiversité. Donc, la solution, en fait, elle existe déjà. Si on rendait la terre aux petits agricultrices et agriculteurs, aux paysans, à l'agriculture familiale, un énorme progrès pourrait déjà être fait. Aujourd'hui, les petits agriculteurs sont confinés dans moins d'un quart des terres agricoles à l'échelle mondiale, mais ils continuent à produire la grande partie de l'alimentation dans le monde. Et si on revient à la notion des sols, c'est vraiment quelque chose de très très important. On va développer ça sûrement. On est en train de réfléchir à faire un autre webinaire sur justement l'agroécologie avec des notions plus techniques par filière. Donc je vais pas aller trop en détail sur les aspects vraiment purement techniques, mais tout le CO2 qu'on a envoyé en fait dans l'atmosphère depuis les débuts de l'agriculture industrielle peuvent y être mis tout simplement en rétablissant ces petits paysans et leurs pratiques. Donc, qui sont les pratiques qui sont mises en œuvre, enfin, qui sont utilisées depuis des générations. Et même en Suisse, si on va sur des fermes qui sont encore très traditionnelles et très diversifiées, on voit déjà beaucoup plus ce type d'agriculture. Donc on dit qu'on pourrait, dans un délai de 50 ans, si des politiques et des mesures incitatives adaptées étaient mises en place à l'échelle internationale, les teneurs en matière organique des sols pourraient être rétablies au niveau de l'agriculture pré-industrielle dans un délai de 50 ans, soit à peu près le temps de l'agriculture industrielle a mis pour les détruire. Donc ça permettrait d'éliminer entre 24 et 30% du total des émissions mondiales actuelles de gaz à effet de serre. Ces chiffres-là, ils viennent d'un document que je partagerai après avec vous, qui a été élaboré par Grain avec la Via Campesina, qui montre d'une part comment le système alimentaire industriel contribue à la crise climatique et d'autre part comment la souveraineté alimentaire propose des solutions pour refroidir la planète. Une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à cette diversification, enfin à ce modèle agricole de petite échelle très diversifié, c'est qu'en plus de ça, en plus du fait qu'il peut stocker du carbone, etc., c'est qu'il est beaucoup plus résilient face aux crises, enfin, face aux impacts du réchauffement climatique ou des changements climatiques, parce que justement, il est diversifié. Et si on prend typiquement l'exemple des semences, si vous plantez que tel type de blé pendant des années sur tous vos hectares, s'il y a un accident, enfin, s'il y a tout à coup comment on appelle ça, un événement climatique extrême ou quelque chose comme ça qui arrive, si ça peut toucher, enfin, si c'est le mauvais moment, une de forte intensité, ça va détruire l'entier de votre système, alors que si tu produis différentes choses, si tu alternes, si tu donnes plusieurs informations génétiques en refaisant toi-même tes propres semences, etc., tout ça fait que ta production alimentaire, elle va pouvoir continuer à exister, même en cas de crise climatique. Voilà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Je propose que si, après, dans un deuxième temps, on peut essayer de discuter un peu ce que vous aimeriez creuser dans un autre séminaire, vraiment purement sur l'agroécologie et les solutions qu'elle présente. Du coup, je passe la parole à Michel, qui va aussi parler de certains aspects sociaux de la souveraineté alimentaire. Michel, c'est à toi.
suis là. Alors moi, je vais parler des aspects sociaux, mais d'une manière détournée. Donc, vous avez compris, la souveraineté alimentaire, c'est pas seulement une économie circulaire, une agriculture familiale, de la place pour les jeunes, de la main-d'œuvre, une agriculture multiple, foisonnante. La souveraineté alimentaire, c'est un système où l'humain est au centre, le respect humain. Et tiré de la souveraineté alimentaire, aussi développée dans le cadre de la Via Campesina, il y a une déclaration universelle, une déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Ils ne sont pas genrés ni sexospécifiques aux Nations Unies. Donc, ça s'appelle Déclaration des Nations Unies pardon, j'ai un truc qui vient sur l'ordi. Pour les paysans et les autres personnes, sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Je vous en parle parce que d'une part, une telle déclaration acceptée en Assemblée générale à New York, soutenue par la Suisse, c'est une crédibilisation, c'est un crédit, c'est un outil important pour nous dans nos revendications. C'est quelque chose à quoi on peut se référer. Cette déclaration, en fait, si on veut la résumer, donc elle a été acceptée, excusez-moi, fin de l'année 2019. La déclaration universelle, cette déclaration, elle est en fait une adaptation spécifique de la Déclaration universelle des droits des personnes, qui est taillée en fonction, spécifiquement en fonction des paysans et paysannes et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. Ça veut dire que cette déclaration, elle s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle aurait, selon la législation, prépondérance sur tout autre accord, toute autre législation. Elle est au sommet de l'échelle, si l'on veut, donc c'est hyper important. Cette déclaration qu'on appelle en cours UN Drop, alors UN Drop, elle se base aussi, elle reprend des conventions, des traités sur les droits des femmes, des enfants. Donc vous voyez que dans cette déclaration sont mis en avant toutes les préoccupations de la souveraineté alimentaire, toutes les préoccupations qui touchent au bien-être des personnes, au respect des personnes, sans mentionner évidemment les ouvriers, ouvrières agricoles, sans mentionner les personnes âgées, sans mentionner les handicapés. Voilà, c'est une déclaration qui est très technique, basée sur l'agriculture, l'accès à la terre, l'accès aux semences, le droit à un environnement sain, mais dont le poids, la priorité est mise sur le respect des personnes. Elle est intéressante, cette déclaration, parce que dans ces 28 articles, elle décrit non seulement les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, mais aussi les obligations des États. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est aussi les obligations des États peuvent nous permettre de prendre des arguments de revendications extrêmement précises. Voilà. Actuellement, en Suisse, on a une coalition d'ONG, dont le CETIM, FIAN, Unitaire et toutes les ONG de développement, Geneva Academy aussi, qui travaillent à un projet de mise en œuvre de la déclaration dans la politique suisse, qu'elle soit politique internationale ou politique agricole, économique interne. Notre public cible là-dedans, c'est en fait un intergroupe parlementaire souveraineté alimentaire. Donc, ce sont des parlementaires des deux chambres à la Confédération auxquelles nous devons faire des propositions concrètes pour des motions et des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'il faut agir en fait à tous les niveaux, je pense. La société civile, elle est cruciale. C'est pas du gouvernement qu'on va attendre des solutions. Il faut vraiment qu'il y ait la pression de la société civile. Et il s'agit en fait d'utiliser tous les outils à notre disposition, que ce soit au niveau local, communal, cantonal, national et international. Européen, comme parlait avant aussi Eline. Voilà, je pense qu'on va retourner maintenant vers Mathieu qui va
arriver à des propositions concrètes. Ouais, merci. On m'a aussi demandé de pas faire trop long. Du coup, avec Unitaire, on est dans un moment, on essaie d'élaborer des trains de mesure en fait qui seraient applicables en Suisse pour mettre en œuvre la souveraineté alimentaire. C'est des mesures qui s'adressent autant au public que pour du lobby politique. Je pense moi je propose qu'on en discute toutes et tous ensemble si ça vous intéresse. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a la politique agricole 2022 plus, donc en Suisse, les moutures de politique agricole, elles sont faites par tranche de 5 ans. Et normalement, en 2022, il y a la nouvelle mouture qui se met en place. Donc là, en fait, on est dans un moment où il y a cette crise et du coup, il va y avoir un plan et des plans de relance de l'économie qui vont être proposés et tout le monde est dans les starting blocks. Et du coup, nous, on se dit que entre mouvements paysans, entre mouvements pour la justice sociale et la justice climatique, il faut aussi qu'on se foute dans les starting blocks, notamment pour ce qui concerne l'agriculture, puisqu'il y aura ces discussions sur la politique agricole. Moi, je conclurai juste en 2 mots ce que j'ai écrit et qui n'est pas encore du tout adopté par Unitaire. Je disais que le contexte de cette finalisation de la politique agricole, il doit être mis à profit pour qu'enfin le cadre réglementaire favorise les producteurs et productrices et non les grands transformateurs et distributeurs, des marchés équitables et des prix rémunérateurs ici et à l'international pour le secteur primaire, la diversification des structures et des méthodes de production et non leur uniformisation, l'augmentation et non l'agrandissement des domaines, l'augmentation des actives et non leur disparition, la recherche de terrain et pas celle de labos biotechnologiques, les savoir-faire et outils paysans et non les industriels de la robotique et du numérique, la cohabitation avec les écosystèmes naturels et non la guerre pétrochimique contre le vivant. Voilà, on pourra parler des mesures tout à l'heure, mais comme ça, on va laisser la place à d'autres. Ok, merci beaucoup à vous trois pour ces 3 présentations hyper riches et hyper intéressantes. Avant d'ouvrir donc la discussion avec tout le monde, donc comme a dit Eline au début, avec Unitaire et puis la grève du climat, dans cet objectif de mettre en lien les mouvements sociaux actuels pour le climat avec les revendications de la souveraineté alimentaire, on s'organise ensemble pour la journée internationale des luttes paysannes, donc vendredi prochain, le 17 avril. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on organise surtout une action de soutien massif d'aide dans les différentes fermes de nos régions toute la journée avec une communication autour de ces aides qu'on va apporter et pour porter les différentes revendications qu'on écrit ensemble et puis montrer qu'on avance ensemble pour changer un peu ce système. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. J'envoie maintenant sur le groupe le lien d'un groupe, enfin, sur le chat, le lien d'un groupe Telegram pour participer. Du coup, voilà, j'arrête l'enregistrement.